Ce sont les dernières images que l'on a d'elle. Elle s'appelle Sarah, elle a 5 ans. Nous connaissons tous son visage poupin et espiègle, mais comment parler d'elle? Au passé ou au présent? Il y a 40 ans, cette petite fille a disparu devant l'école du village de Saxon, en Valais. Et depuis 40 ans, pas de réponse. Rien. Le néant. Comme si la terre l'avait avalée. On est parti depuis le Rhône jusqu'au sommet des Alpages. On a fait tous les bâtiments. Il n'y a pas un bâtiment qui n'a pas été visité. Pour finir, tu cherches. Puis à mesure que tu cherches, tu commences à sentir venir un peu le drame en disant c'est pas possible. On ne peut pas se volatiliser comme ça. Hein. C'est un tour de magie. Tu as quelqu'un qui est là, il n'y a plus aucune trace. Il y a un vélo par terre, c'est tout. Tu dis mais c'est pas possible. La disparition de Sarah Auberson est un des faits divers les plus marquants de Suisse et son cold case le plus emblématique. 40 ans sans aucune nouvelle, la douleur est toujours là, mais le temps qui passe présente un avantage. Il permet une lecture inédite de certains éléments. C'est donc une histoire ancienne et un regard parfois nouveau que nous vous proposons. Nous avons donné la parole à des protagonistes de ce drame et certains parlent pour la première fois. Nous avons également rencontré Dominique Auberson, la maman de Sarah. Heureuse que l'on ravive le souvenir de son enfant, elle n'a toutefois pas souhaité participer à ce reportage. Elle aime penser que sa fille est en vie, heureuse quelque part. C'était une gamine joviale, puis espiègle. Toujours très gaie, souriante, c'était la joie de vivre. C'était une gamine très attachante. Tout le monde aimait bien Sarah. Le monde de Sarah, c'est d'abord ses parents. Et il y a le reste de la famille, une grande famille. Le monde de Sarah, c'est aussi Saxon, village agricole d'un peu plus de 2000 habitants dans les années 80. C'est petit Saxon, mais c'est quand même un royaume. Celui de l'abricot et du petit coup de blanc. Le village compte 22 bistrots, 1 pour 100 habitants, une des plus fortes densités du pays, dit-on. Pour les villages autour, Saxon, c'était, je ne veux pas dire la débauche, mais tous les week-ends des balles, c'était animé. Oui, voilà, Saxon, on venait s'amuser à Saxon. Saxon aime faire la fête jusqu'à plus soif. Ses habitants défilent derrière les fanfares, se dépensent à la course de l'abricot et dansent à carnaval. Voilà le monde de Sarah Auberson, qui va fêter ses 6 ans dans 3 mois. Mais déjà avant son anniversaire, elle a reçu le plus beau des cadeaux, un vélo Barbie rose qui ne la quitte pas. En ce dernier week-end de septembre 1985, une bonne partie du Valais est à la fête avec la foire du Valais qui se tient à Martigny. La manifestation déplace les foules. Mais Sarah n'en a cure. À quelques kilomètres de la grande fête, elle est heureuse de faire des tours à vélo dans le préau de l'école de son village. Voici le déroulement des faits, tels qu'ils ont été portés à notre connaissance. À 17h30 ce samedi-là, Sarah prévient sa mère qu'elle va chez sa grand-mère à vélo. C'est à quelques mètres. Les Auberson habitent cette petite maison. La grand-mère, la grande bâtisse, sur la gauche. Alors pourquoi la petite fille part-elle dans la direction opposée, du côté de l'école?
Il faut dire que ce jour-là, une agitation inhabituelle a envahi la cour. Stéphane Schweikart a remporté le Mora Fribourg à la fin des années 90. Il est l'organisateur des foulées saxonnaises et prépare, pour le lendemain dimanche, le départ et l'arrivée de la 2e édition de la course. On était 10-15 amis du bureau, de la famille, et puis on s'était mis en tête de vouloir animer un petit peu le village. Donc on était très affairés parce qu'on n'était pas une grande équipe, et puis on n'avait pas, on commençait le matin on tapait un sandwich à midi, c'est tout, parce qu'on arrivait juste à boucler pour le dimanche. Ouais. À un certain moment, on voit une petite fille qui est au coin de la cour, qui est avec son vélo. Raphaël Murisier a 20 ans en 1985. Il a toujours vécu à Saxon. Je connaissais Sarah. On avait un vidéoclub, donc Sarah, elle venait avec ses parents pour chercher les cassettes vidéo. Ce 28 septembre, il installe la sono des festivités dans le préau de l'école. Il est probablement une des dernières personnes à avoir vu Sarah. Je vois en fait la petite qui arrive avec son vélo et puis qui joue. En fait, il y a des tables, alors c'est facile de tourner autour facilement. Et puis voilà, donc elle s'amuse en tournant autour de ces tables. Et puis voilà, mais moi, je suis affairé là à poser, à faire mon travail. Et puis dès que c'est fini, en fait, je repars. Et on ne prête pas attention aux choses qui sont normales. Contrairement à une idée reçue, Sarah n'est pas dans un préau désert. Des dizaines de personnes s'activent autour d'elle. Tout le monde la voit sans vraiment la voir, parce que ça devait être une journée sans histoire. On arrive un petit peu en fin de journée, donc on était certainement en train de recouvrir les tables. C'est très difficile de se rappeler, mais si je prends dans la logique, il restait ça et le marquage du parcours. On allait faire la boucle avec des fanions, des sprays, etc. pour marquer le parcours. Et puis, quand on est parti là, il y avait un vélo par terre, c'est tout. C'est tout en effet. Le vélo est posé à terre, devant l'escalier qui mène à l'école. C'est la dernière et unique trace laissée par Sarah. Ne la voyant pas rentrer, ses parents commencent à la chercher. En cette fin de journée du samedi 28 septembre, la mécanique du drame s'est enclenchée. Monique Delalleuil est la tante de Sarah. Elle habite la maison voisine des Aubersons. Ce samedi-là, elle travaille à la foire du Valais. Ça devait être vers 20h. La grand-maman de Sarah, ma belle-mère, a appelé et dit « Il faut rentrer tout de suite, Sarah a disparu ». La nouvelle se répand rapidement dans le village. On imagine Sarah blessée ou cachée. Et si elle jouait chez une copine ? C'est ce qu'imaginent Dominique et Claudie, les parents. Ils sont inquiets, mais pas en panique. Ils appellent les proches. Charlie Colli est un ami de la famille. C'est aussi le juge de commune à ce moment-là. Il est un des premiers avertis. J'ai eu un appel de Claudie en me disant « Écoute, ma gamine n'est pas rentrée ». Et puis je me suis rendu chez lui à ce moment-là. La première des choses, on a pensé que la gamine jouait chez un voisin ou chez une petite amie. Et puis qu'il fallait rechercher de ce côté-là. On frappe aux portes des maisons alentours. On appelle les voisins. La nuit tombe peu à peu et l'angoisse monte. Partie en trombe de la foire de Martigny, Monique retrouve les Aubersons à Saxon. On n'est même pas dans le salon, on est à l'extérieur, devant la maison. Et là, on se posait beaucoup de questions en se disant « Mais est-ce qu'elle a suivi quelqu'un ? Est-ce qu'elle est cachée dans l'école ?» Mais sans penser vraiment au drame. On a commencé à les rechercher en dehors du village de Saxon. Il y avait eu à Saillon une fête.
On a dit que la gamine est partie là-bas avec des gens inconscients qui la regardent puis la ramèneront en 10 heures. On a repensé à ça. Mais après avoir envoyé des gens, même des photos au village Saillon, les retours, rien. Alors après, la nuit arrivant, on s'est quand même rendu compte que c'était plus grave que ça. À 21h30, Claudie informe la police de la disparition de sa fille. Quelques minutes plus tard, des agents débarquent au domicile de la famille pour prendre connaissance de la situation. Stéphane est lui aussi contacté par le père de Sarah. C'est 10h le soir, j'ai un téléphone, et puis il me dit « Ouais, c'est Claudie. Stéphane, est-ce que tu pourrais aller regarder dans le coffre de ta voiture? Sarah a disparu, est-ce qu'il serait par hasard monté dans ton coffre ?» Dans mon coffre, je pensais que c'était pas possible, puisqu'on avait fait un peu le tour pour marquer le parcours et tout. Mais je me suis dit, avec ses enfants, on ne sait pas peut-être. Donc je descendais au garage, j'ai ouvert, il n'y avait rien du tout. J'ai encore regardé dans la voiture, j'ai regardé dans le garage si par hasard, et puis il n'y avait rien. Puis j'ai rappelé Claudie, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, ben, écoute, on est en train de rechercher Sarah parce que elle a disparu. La nuit avance, les recherches donc continuent. Il y a de plus en plus de gens qui viennent prêter main forte pour ces recherches. Et puis, c'est sans succès. Et là, vous commencez à vous poser des questions. Est-ce qu'elle a été accidentée? Est-ce qu'elle est dans un endroit où elle ne peut pas revenir par elle-même? Et puis, est-ce que quelqu'un est passé par là? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est vraiment la peur qui vous envahit et puis l'incompréhension de dire mais on est dans un petit village, c'est la cour de l'école à côté, on comprend pas. Finalement, à 3h du matin, tout le monde rentre chez soi. Mais où donc est Sarah? Dès le dimanche 29 septembre 1985, Sarah est dans tous les esprits. Très rapidement, les recherches s'organisent. Charlie Colly, spécialiste de secours en montagne, en est le maître d'œuvre. C'est derrière chez Fumon, là. C'était une responsabilité, mais c'était aussi de mon devoir de mettre à disposition, de mettre au service, parce que je connaissais tous les gens du village. Charlie est rapidement rejoint par la police cantonale valaisanne. Ils établissent un poste de commandement à Saxon et tous les matins, des bénévoles s'y présentent pour participer aux recherches. Bernard Dupont, conseiller communal à l'époque, est très ami de la famille Auberson. Je pense qu'il y avait un représentant par famille qui venait. Tous les matins, il y avait 80-100 personnes qui étaient devant, là, et il y a une solidarité extraordinaire. Ça ressemble bien à Saxon, cette mobilisation phénoménale. Que le village soit attaqué et la communauté se mobilise comme un seul homme. Par-delà les clivages politiques et les brouilles personnelles, et les exemples sont connus. 1953, Saxon se dresse pour protester contre l'importation de fruits étrangers moins chers. C'est la fameuse révolte des abricots, et les agriculteurs ne font pas semblant. Incendie de wagons, voies de chemin de fer bloquées, routes entravées, la protestation gronde jusqu'à Berne et entre dans les livres d'histoire. Rebelote en 1978, Saxon engage la guerre du fluor. Pour protester contre la pollution engendrée par l'usine d'aluminium de Martigny, des Saxonnais font carrément sauter un pylône électrique sur la commune. La police enquête, mais dans le village, personne ne cafte.
aucun responsable ne sera jamais désigné. On a toujours été taxés, les Valaisans, de un peu les Corses de la Suisse, mais en Valais, les Saxonnais, c'est les Corses du Valais. Donc on n'a jamais aimé la justice. Et puis on a eu fait plusieurs appels à l'ordre pour montrer qu'on existait. Alors quand Sarah disparaît, tout le monde fait corps derrière ses parents. Chaque maison, chaque recoin est passé au peigne fin par des groupes de villageois, avec quelques obstacles à la clé. Il n'y a pas de difficulté pour fouiller les pièces et voir partout? Non, relativement. Très très peu, vraiment. Ouais, Ouais, il y a quelques quand même personnes. une ou deux personnes qui sont récalcitrantes, quoi. Qui ont un peu de crainte, de la peur. Mais après, ça passe, quoi. Parce que disons, ce qu'on peut vraiment pas faire, les gens qui veulent vraiment pas laisser rentrer, on avertit le... Ça passe au rapport, puis c'est la police cantonale qui va, quoi. Vous avez l'impression que ça sert à quelque chose? On espère. Bon, ça apporte une certitude qu'il n'y a rien, quoi. On a moins ça, une certitude que c'est pas dans ce quartier, quoi. Qu'on n'a rien laissé au hasard. Toutes les pièces ont été faites, quoi. Parce que si on laissait un doute, ils pourront toujours dire oui, mais là, vous n'avez pas fait, alors c'est possible qu'elle était là. Mais disons, dans un quartier comme ça, on sait qu'il n'y a rien, quoi. Je sais qu'il y avait quand même des personnes qui étaient agacées par, on va dire, le travail de citoyen, alors que c'était peut-être un travail de la police. Je les revois encore fouiller les caves, le congélateur, nos appartements, le grenier. Tout a été fouillé. C'est assez marquant. Et puis en même temps, on se disait, mais oui, c'est absolument nécessaire de le faire. L'armée est appelée à la rescousse et déploie les grands moyens pour explorer la région. Dans le poste de commandement, Dominique et Claudie, les parents, suivent les opérations de près. On est au 4e jour maintenant. L'espoir toujours ou bien pas? Oui, mais... Claire. Vous avez une intuition de ce qui a pu lui arriver? Non. Je pense à rien de spécial, ma foi. Je peux pas imaginer... Claire, plus ça va, toujours moins... Ça me nuise toujours un petit peu. Il va falloir se rendre à l'évidence. Après quelques jours de fouilles intensives, ce n'est plus une petite fille blessée ou perdue que l'on cherche. Désormais, c'est clairement la piste criminelle qui est envisagée. Vis-à-vis des parents, il est difficile de dire on doit chercher pour quelque chose de très grave. Vous savez, quand il faut dire qu'il faut ouvrir les congélateurs, ou bien on a fait ouvrir tous les bouches d'égout pour voir s'il n'y avait pas un indice ou un corps qui aurait pu être là. C'était pas facile. Et je m'en souviens le lundi soir qu'on a décidé de faire ouvrir les sacs à poubelle le lendemain matin. C'était pas très facile. La disparition de Sarah Auberson défie l'entendement. Comment une enfant de 5 ans peut-elle disparaître sans laisser aucune trace? Comment peut-elle se volatiliser dans un préau fréquenté? Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu, personne n'a rien trouvé. On doit se rendre à l'évidence que c'est plus une disparition, c'est pas possible. Quelqu'un l'a enlevé? Oui, je pense à un enlèvement, oui. Et ça peut pas être autre chose, c'est pas possible. Madame, si vous aviez un mot à dire à quelqu'un qui a enlevé votre enfant, qu'est-ce que vous diriez? Bien, j'ai l'espoir qu'elle me la ramène vraiment vivante et puis le plus tôt possible. Que je lui pardonne tout. Qu'elle me la ramène vraiment le plus tôt possible. C'est tout ce que je demande. Le reste, vraiment, j'oublie tout. Ça va être trop long, moi, je commence à craquer. Pourtant, je vis toujours d'espoir, mais c'est long maintenant. Et malgré tout, vous espérez? Oui, tout le temps. Pour ça, je garde l'espoir depuis le premier jour. Sarah kidnappée, mais par qui?
pourquoi et surtout à quel endroit. Un homme va peser de tout son poids pour donner dans les semaines et mois qui suivent un écho national et international à l'affaire. Bernard Comby a 85 ans aujourd'hui. À l'époque de la disparition, il siège au Conseil d'État valaisan et puis il habite à Saxon et c'est un ami de la famille Auberson. Je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose. Dans une situation aussi épouvantable que la disparition d'un enfant, il faut faire quelque chose. D'entente avec Claudie Auberson, le conseiller d'État crée dès les premiers jours qui suivent la disparition un comité de solidarité. Voilà l'original retouché de la photo qui a servi à l'affichette. Dans ce comité, des journalistes, des politiques, bref, des notables valaisans dont les carnets d'adresses seront très utiles. Enfin, on a maintenant ici une série de documents. Voilà la dernière photo de Sarah. Il fallait avoir aussi un impact international parce que elle pouvait avoir disparu, avoir été enlevée sur place. Et dans ce cadre, dans cette hypothèse, il fallait agir très vite aussi, puis au-delà des frontières suisses. Le visage de Sarah gravé dans nos mémoires, c'est au comité qu'on le doit. Quelques 200 000 autocollants et affichettes inondent rapidement le pays. On les trouve sur les voitures, les camions, sur toutes les vitrines et bien au-delà. On a justement distribué toutes ces affichettes de Sarah pratiquement dans le monde entier, avec l'aide de différents milieux, dont Suissair de l'époque. L'agitation qui secoue la Suisse finit par se propager. Les médias étrangers s'intéressent à Sarah et en quelques mois, une bonne partie de l'Europe découvre Saxon et son drame. Début 1986, sur la chaîne française FR3, le présentateur vedette Pierre Bellemare s'empare de l'affaire. Donc pour vous, ce qui semble le plus vraisemblable, ce sont des gens qui, en mal d'enfant, enlèvent votre enfant pour se l'approprier, ce qui est évidemment la version, disons-le, la plus rassurante, puisque s'ils ont fait ça, ce n'est pas pour la maltraiter, c'est évident. Ce tam-tam médiatique déclenche un intérêt inespéré pour l'affaire aux quatre coins de l'Europe. Enquêteurs et bénévoles quittent Saxon et vérifient des témoignages en Allemagne, en Italie, en Autriche, en France, en Hongrie. Période de fausses pistes et de vrais espoirs. On voit Sarah partout. Ben oui, les gens, ils disaient, alors, pour finir, on va une fois, on va deux fois, on ne trouve rien, mais pour finir, on se prend au jeu en disant peut-être bien qu'il va nous amener où on aimerait, où on aimerait aller puis retrouver Sarah. Puis malheureusement. Mais une émission allemande sur la chaîne ZDF ravive les espoirs. XY, émission de faits divers la plus ancienne d'Europe, va dégager la piste la plus sérieuse du dossier d'instruction. Tout part du témoignage de cette femme. Concierge à Vienne, en Autriche, elle est retrouvée quelque temps plus tard par une équipe de temps présent. Ein Auto kam hier und hat hier geparkt. Ja. Ja. Und hier ist eine Frau ausgestiegen und dann ist ein Kind ausgestiegen und ist auf mich zugelaufen, hat mich hier am Mantel gefasst und hat gesagt, Parlez-vous français, und ist dann zu mir hergesprungen, hat mich gehalten und ich hätte es sollen mitnehmen. Ich sehe es dann im Fernsehen, bei Aktenzeichen Y. Das war fünf Tage später. War 5 Tage später. Das ist dieses Kind und mein lieber Gott, sage ich, das ist dieses Kind und habe angerufen. Und Sie sind ganz sicher, das war das Kind? Ja, da bin ich ganz sicher. Da bin ich ganz sicher. Mais le trio disparaît dans une Mercedes blanche à plaques zurichoises. Cette voiture et ses occupants sont aperçus quelques semaines plus tard à Eisenstadt, à 50 km de Vienne, par cette fillette et sa mère. Und du, Jeanette, was hat das Mädchen dir gesagt? Oberson. Oberson? Ja. Bist du sicher, dass sie das gesagt hat? Ja. Und etwas anderes? Sie sind da hinausgegangen
Und im Auto da vorne ist ein weißer Mercedes gestanden und dort hineingestiegen. Haben Sie ein Kennzeichen gesehen? Ja, ich habe ja nur eine Schweizer Nummer gesehen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern auf die Nummer. Ces témoignages interpellent. Police valaisanne et bénévoles les prennent très au sérieux. Ils multiplient les déplacements, les vérifications et les contrôles. Retrouver la Mercedes blanche est une priorité, mais tout ça n'aboutit à rien. La piste autrichienne est à ce jour la plus intrigante de toutes celles situées à l'étranger. Les marchés ont commencé une chute libre il y a à peu près un mois. Mais il en est une autre dont personne n'a entendu parler, pas même la famille Auberson. Cette piste a pourtant un visage et un nom, Thomas Veillet. Nous l'avons retrouvé dans son sous-sol enregistrant son podcast financier quotidien. Il est un personnage coté sur les réseaux sociaux. Et que ça commençait même carrément aujourd'hui. Il a 15 ans en 1986, presque un an après la disparition de Sarah Auberson. Avec d'autres ados, il est en séjour linguistique à Lindau. C'est une presqu'île de villégiature sur le versant allemand du lac de Constance. Et on se retrouve assis sur une terrasse, proche d'un couple et d'une petite fille qui vient s'asseoir quasiment à côté de nous. Ils sont là, on va dire à 2,50 m de nous sur la terrasse. Et en fait, c'est la petite fille qui va commencer à nous faire réagir, dans le sens où c'est une enfant qui ressemble énormément, j'insiste sur le énormément, à Sarah Auberson. Les ados sont tous suisses et Thomas retourne régulièrement à Saxon où il a de la famille. C'est dire que le visage de Sarah, ils le connaissent par cœur. L'enfant a l'air très calme, beaucoup trop calme pour un enfant de cet âge-là, beaucoup trop effacé, presque pas somnolente, mais en tout cas très très calme. Elle disait rien, elle bougeait peu. Mais ce qui est plus choquant dans l'histoire, et c'est là où ça nous attire l'attention, c'est que finalement, elle a les cheveux bruns, comme Sarah Auberson, mais beaucoup de mèches blondes. Qui va faire des mèches à son gamin de 5-6 ans en 86 ? Il y avait un truc qui jouait pas. Décidément, cette petite fille, accompagnée d'un couple qui ne dit rien, intrigue. Thomas et ses copains les dévisagent de plus en plus. Mal à l'aise, le couple et l'enfant partent précipitamment. Ce départ choque les jeunes. Sans hésiter, ils se précipitent au poste de police de Lindau. Vous rentrez dans un poste de police, vous essayez de vous expliquer une histoire quand même relativement complexe qui s'est passée en Suisse romande, à des Allemands qui n'ont jamais entendu parler de ça, avec votre allemand qui est relativement basique à cette époque-là. Le ton monte, les policiers sont sortis pour aller patrouiller, puis comme ils n'ont rien vu, ça s'est arrêté là. Fin de l'histoire. La police valaisanne n'a-t-elle jamais entendu parler de ce témoignage ? La réponse ne peut se trouver que dans le dossier d'instruction de l'affaire Auberson. Il est gardé dans les locaux de la police judiciaire du Bas-Valais. Voici la trentaine de classeurs relatifs à une des enquêtes les plus importantes de l'histoire criminelle suisse. Nous avons eu le privilège d'en consulter plusieurs pièces. L'endroit est quasi sacralisé et le gardien du temple est le capitaine David Fumeau. Il est un des meilleurs spécialistes du dossier et la piste de Lindau, oui, il connaît. Je pense que toutes les pistes figurent dans le rapport. Ce qui ne figurera peut-être pas, ce sont des contrôles effectués qui sont avérés négatifs. Je pense qu'il est très difficile de parler de pistes sérieuses en l'absence d'indices concrets. Quand on parle de l'étranger, la piste de Lindau a été traitée. Il y a effectivement des notes manuscrites qui font référence à cette piste de Lindau, mais d'après ce qu'on peut lire, il n'y a pas eu de suite donnée du fait qu'il n'y avait pas d'éléments concrets pour confirmer finalement ce qu'avait vu, semble-t-il, ce jeune homme. Personne ne m'a contacté au retour à Genève. Il n'y a eu absolument aucune suite à cette histoire du point de vue juridique. Donc de nouveau, moi, un gamin de 15 ans, j'allais pas aller frapper, enfin, ni moi ni mes copains de l'époque, on n'allait pas aller frapper à tous les médias. Avec mon regard d'adulte aujourd'hui,
j'aurais peut-être été plus loin. J'aurais peut-être été frappé aux portes de la police pour dire « moi j'ai vu ça ». Aujourd'hui, 40 ans après, à 90-95%, je pense que c'était elle. Ça pouvait largement être elle. Les pistes étrangères ne donneront rien. Mais malgré l'absence de résultats, la détermination à retrouver la fillette est indiscutable. Le comité de soutien, la police se démène et les parents restent debout. Est-ce que quelquefois il vous arrive de perdre espoir? Non. Perdre espoir, non, je crois pas. Se décourager un petit peu, mais pas perdre Peu espoir. de découragement, non, d'espoir. On n'a pas perdu, du reste. On doit pas. On peut pas, parce que aussi, il faut quand même dire tout ce monde qui nous aide, déjà les courriers qu'on reçoit tous les jours. On reçoit des courriers, des lettres, des sympathies, n'importe. On ne peut pas non plus flancher pour eux. Et pendant qu'on fait des recherches, moi je dis pendant qu'on n'a rien retrouvé, il y a toujours l'espoir, c'est pas vrai. Je veux savoir la vérité, je veux savoir. Enfin, on veut savoir comment ça s'est passé, et puis on saura, ça je suis sûr. Vous êtes persuadé qu'on trouvera? Oui, oui, oui. De les retourner dans les 48 heures. Garder espoir, mais à quel prix? Pour retrouver Sarah, tous les moyens sont bons, même les plus improbables. Le 15 décembre, presque 3 mois après la disparition, Saxon accueille une réunion de parapsychologues convaincus qu'ils peuvent orienter les recherches. Un peu sceptiques, Dominique et Claudie sont quand même présents, épaulés par Charlie Colli. Oui, il ne peut pas fermer la porte. Tant qu'on n'était pas sûr. J'étais dans la salle. Il y avait des sincères qui croyaient savoir. Et puis, il y en a d'autres qui voulaient se mettre en valeur. Ils sont une dizaine, concentrés et pendules dégainées. Je pense que la radiesthésie est un moyen. Donc, par la radiesthésie, on peut la retrouver si on est bon radiesthésiste. Et là, qu'est-ce qu'il vous dit, votre pendule? Dois-je le dire? Pour moi, Sarah n'est plus vivante et puis elle ne se trouve pas très, très éloignée de son domicile. L'expérience sera éprouvante pour les parents de Sarah. J'avais jamais tellement eu de contact avec ces gens, alors je m'accrochais un petit peu à ça. Mais après, je voyais que c'était plus possible parce qu'elle était ici, elle était là, elle était morte, elle était vivante. Alors j'ai dit, c'est pas possible, faut plus croire ça parce que pour nous, c'était pas bon. Il y avait des hauts, des bas et moralement, c'était pas bon. Au final, cette réunion des esprits ne donnera rien, à part un rapport où chacun y va de sa version. Mais un point fait la quasi-unanimité parmi les radiesthésistes. Sarah Auberson, en vie ou non, se trouverait dans un rayon de quelques kilomètres autour de Saxon. À Saxon, justement, cet homme intrigue. Il y a ceux qui l'apprécient et ceux qui l'aiment moins. Et son bouquin, surtout, a reçu un accueil circonspect. La disparition de la petite Lisa, parue en 2015, s'inspire très largement de l'affaire Sarah Auberson. Mon narrateur, c'était un personnage fictif, mais qui était inspiré de quelqu'un que je connaissais à Saxon, qui était quelqu'un d'un peu, on peut dire un peu schizophrène comme ça, mais pas trop quand même. Il avait une logique aussi propre qui était intéressante. Et puis voilà, ça m'avait donné l'idée de me mettre dans la peau de la personne qui avait fait le coup. Éric Felet est un enfant de Saxon, journaliste, romancier et tant d'autres choses. Il a 20 ans lorsque Sarah disparaît et depuis le début, il s'interroge sur l'orientation donnée à l'enquête. Moi, j'ai toujours eu l'intuition première que cette fille, elle a été victime soit d'un accident, soit d'une agression de type criminel dans le périmètre autour de sa maison. Après, moi, j'ai jamais eu accès à l'enquête, je sais pas
Dans quelle mesure l'enquête de proximité a été faite et comment elle a été menée, jusqu'où on a été cherché, à quelle porte on a frappé, à quelle porte on n'a pas frappé, peut-être, pour pas déranger. Je pense que c'était plus facile à l'époque pour les gens d'accepter que c'était une cause extérieure qui avait fait disparaître la gamine, et non pas quelqu'un de proche. Donc je pense que ça convenait à tout le monde de se dire « Ah, bah, c'est un réseau d'enlèvement d'enfants ou un truc comme ça ». Et que le village lui-même était victime d'un phénomène qui lui échappait. C'est plus facile d'adopter ce point de vue que de se dire « Ah ouais, mais c'est peut-être bien là autour qu'il y a quelque chose qui a foiré ». Mais comment imaginer que le méchant habite Saxon ? Cette hypothèse a chamboulé le village. Dès que tu commences à évoquer celui-là, si c'est quelqu'un qui fait la noce, si c'est quelqu'un qui est accro au jeu, si c'est quelqu'un qui... Tu te dis pourquoi il aurait pas eu ce problème-là, on ne sait pas. Dépend à qui tu dis, t'as le tambour de la jalousie. C'est des villages valaisans, ils étaient très très politisés. Donc si en plus tu peux planter une épine à celui-ci, à celui-là, ça paraît un peu déplacé ce que je dis là, mais c'est des choses qui sont ouvertement, c'est pas là, mais inconsciemment, c'est là quand même. Police et bénévoles n'ont pas négligé ces pistes intérieures. Il y a eu des suicides après la disparition de Sarah, ils ont enquêté. Il y a eu des déménagements, enquêté aussi, cherché, fouiné. 40 ans plus tard, Monique a toujours un doute. Dans toutes les histoires de disparition, on a vu certaines fois que c'était quelqu'un... du village auquel on n'a pas pensé. Elle aurait suivi quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Suivre quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, j'ai pas l'impression. Je sais pas. Oui, il y en a eu des pistes locales, mais il faut quand même être prudent. Hein. C'est sûr qu'on aurait aimé pouvoir dire, voilà, c'est telle personne et tout. Mais évidemment, vous comprenez bien que dans cette situation... c'est pas parce qu'on aimerait trouver quelqu'un qu'on doit presque accuser une personne et tout. Hein. Et c'est pourtant arrivé. Pendant des années, un suspect du village a même tenu en haleine les enquêteurs et les Saxonnais. Je me rappelle, à l'époque, je rentrais, donc j'étais à l'université, j'étais à Lausanne, je rentrais, puis j'allais voir ma mère, et puis je rentre parce que j'allais lui dire bonjour. Régulièrement, puis elle me dit « Tu sais pas quoi ?» Je lui dis « Non ». Elle me dit « C'est le concierge de l'école ». Le concierge de l'école. Le maître des lieux ce 28 septembre 1985, jour de la disparition de Sarah. Ses clés ouvrent toutes les portes. Il connaît le moindre recoin de la grande bâtisse scolaire. Eh bien, c'est cet homme, un peu bourru et moyennement apprécié dans le village, avec quelques problèmes d'alcool, qui va attirer tous les soupçons. C'est le premier suspect. Et puis, finalement, c'était devenu le suspect numéro 1. Et même au niveau de la population de Saxon, c'était très lourd à porter pour lui. Plusieurs éléments pointent le concierge, dont un particulièrement important. Son emploi du temps le jour de la disparition. D'après les inspecteurs avec qui j'ai parlé, il y avait simplement une période de 15 minutes, oui, qui n'avait pas pu déterminer de manière précise l'emploi du temps, oui, mais que d'après eux, ça ne changeait pas la donne. Voilà. C'était la réponse que j'ai eue, quoi. Cette zone d'ombre non dissipée par la police n'a-t-elle pas nui à l'enquête ? Il n'est pas possible, dans certains cas, de définir avec exactitude ce qu'une personne a fait. Si la personne peut vous dire ce qu'elle veut, déjà, dans un premier temps, et puis si elle vous dit, écoutez, moi, pendant ce quart d'heure, je ne me souviens pas ce que j'ai fait, et peut-être qu'il n'est pas de mauvaise volonté. On n'a pas une explication pour tout, que ce soit il y a 40 ans ou aujourd'hui. On doit vivre aussi avec des zones d'ombre qui continueront à exister, et quelle que soit l'affaire qu'on traite. Autre point d'interrogation.
Le concierge a été vu discutant avec Sarah avant qu'elle ne se volatilise. Pourtant, il n'y aura jamais de confrontation avec le témoin qui a rapporté la scène. À l'époque, il y a eu quelques lacunes. Une autre lacune que je vous signale, par exemple, il y a une citerne qui était installée à un endroit qui n'a pas été inspecté à l'époque. Qui était devant l'école. Devant l'école. On a dit évidemment qu'il faut creuser. Ça a été fait de manière discrète. Combien de temps plus tard? Oh, très longtemps après. Je dirais presque une vingtaine d'années après. Nous avons longuement discuté avec des connaisseurs de l'affaire et pu consulter plusieurs pièces du dossier. Pas de doute, des zones d'ombre existent. Se peut-il alors que le volumineux dossier d'instruction ne reflète pas exactement tout le travail effectué à l'époque sur le terrain? Il m'est difficile pour moi de juger de ce qui a été fait il y a 40 ans. Je pense pour ma part que l'ensemble des informations pertinentes ont toutes été protocolées, que ce soit au travers des rapports de police, au travers des procès-verbaux d'audition ou au travers des notes écrites ou dactylographiées. Par contre, il faut s'imaginer que des centaines, voire des milliers d'informations sont parvenues aux enquêteurs à l'époque. Donc il fallait les contrôler. Dès que le contrôle était effectué, résultat négatif, les enquêteurs passaient à l'information suivante. Ils devaient faire face à une contrainte majeure qui était celle du temps. Et en cela, il est tout à fait vraisemblable que l'entier du travail réalisé par la police n'ait pas été donc intégralement protocolé ou documenté. Le concierge sera interrogé à 5 reprises, mis en garde à vue, mais jamais rien ne permettra de l'inculper. Regardé de travers par une partie de la population, il devra quitter Saxon et jusqu'à sa mort, vivra accablé par le soupçon. Le dossier Sarah Auberson ne sera jamais refermé et chaque année, une dizaine de nouveaux signalements est vérifié par les enquêteurs valaisans. L'hypothèse la plus probable reste l'enlèvement. Tout comme par ailleurs, on ne peut pas exclure que l'auteur ait vécu ou vit toujours dans la région où Sarah a disparu. Il peut tout à fait y avoir une dimension plus locale à cette affaire. On n'est pas plus avancé aujourd'hui parce qu'on n'a rien, on n'a pas d'indice. Et ça, c'est une réalité. « 40 ans déjà, et toujours le néant. Le papa de Sarah est mort il y a 3 ans, sans savoir, mais sans jamais baisser les bras. Claude, on le voyait la chercher tout le temps. Il partait avec le chien et il disait rien, mais on savait qu'il allait chercher un peu dans tous les coins de la campagne pour voir s'il trouvait un petit élément, un petit indice. L'ami de toujours s'interroge encore. J'ai continué à me poser des questions. Est-ce qu'on a loupé quelque chose? C'est vrai, c'est pas possible qu'un enfant disparaisse sans laisser de traces. Elle est peut-être décédée, mais elle est peut-être aussi vivante. Hein. Et un brin d'espoir, il y a toujours. Soit de la retrouver, mais en tout cas, de connaître la vérité. De savoir ce qui s'est passé, ce qui lui est arrivé. La famille de Sarah n'est pas la seule à vouloir connaître la vérité. Dans la même période, d'autres enfants ont disparu sans explication.
En fait, les années 80 sont une parenthèse macabre dans l'histoire criminelle suisse. En une décennie, près de 20 enfants disparaissent, certains sont retrouvés morts, d'autres se sont volatilisés. Un tel phénomène ne s'était jamais produit auparavant et il ne s'est plus jamais produit depuis. Alors comment l'expliquer ? C'est ce que nous verrons dans la seconde partie de notre reportage.